Bonsoir à tous. Alors, on va commencer ce webinaire. Je me présente, je suis Anna Boctor, je suis pédiatre installée en libéral dans l'arrière-pays niçois et présidente de Jeunes Médecins. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire en partenariat avec notre partenaire Maya, qui est le logiciel de CGDIM Santé. Et je laisse la parole à Béranger Lequinze pour CGDIM. Bonsoir à tous, merci Anna. Donc moi je suis Béranger Lequens, je m'occupe de la partie numérique, IA et innovation chez CGDIM Santé et notamment Maya. Voilà, donc notre métier, mon métier et notre équipe, c'est de pouvoir construire des outils d'IA, les intégrer dans votre logiciel du quotidien, de se poser des questions tous les jours. Ce webinaire, on l'a voulu assez direct, sans langue de bois, et de se dire qu'est-ce qui fonctionne pas, à quoi il faut faire attention, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour être capable justement de manipuler et d'utiliser les outils d'IA. On va donc passer un moment ensemble. Donc moi, je vais m'occuper de la première partie, sur la partie état des lieux. Euh, Pas de slide, pas de placement de produit. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous donner un panorama de ce qui fonctionne depuis quelques années. Déjà, on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais l'IA existe depuis un moment. Et ensuite, Anna prendra la main pour vous expliquer ce que ça change en cabinet et son retour d'expérience à elle concrètement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On fera du mieux possible pour y répondre au fur et à mesure. Bon webinaire à tous. Alors, en Donc, effet, ce webinaire, il se veut être interactif. L'idée, c'est surtout de vous donner des infos pratico-pratiques quant à l'IA, parce qu'on entend beaucoup parler de l'IA. On a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'IA. L'IA aussi, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas à ce sujet, qui peut nous apporter beaucoup dans notre pratique quotidienne. L'IA peut intervenir à différents niveaux de la chaîne de valeur du médecin, que ce soit avant la consultation ou pendant la consultation quand on est face à nos patients et même après. Et donc, c'est à nous de nous apporter un petit peu, enfin, de vous apporter un petit peu concrètement ce que ça peut changer dans votre quotidien et de répondre à toutes vos questions, y compris celles qui fâchent, notamment liées à la sécurisation des données. Nous, chez Jeunes Médecins, on a vraiment à cœur d'apporter notre maximum, notre expertise au service des médecins. Au service des médecins pour leur rendre la vie la plus facile possible. Donc, que ce soit dans notre pratique professionnelle, mais aussi autour. Et on veut vraiment, vraiment changer les choses, que ce soit dans la pratique et dans votre bien-être au travail et pour accéder au mieux possible à la qualité des soins, mais aussi pour les enjeux majeurs du système de santé. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur d'organiser des événements comme celui-ci, des contenus aussi, pour justement faire de nous, médecins, les acteurs de notre système de santé et ne pas le subir. Voilà. Si vous découvrez aujourd'hui notre syndicat, on représente tous les médecins, que ce soit les internes, les médecins hospitaliers, les salariés du privé, les libéraux, toutes spé confondues, jusqu'à la fin de la carrière, même si on s'appelle jeune médecin. C'est un état d'esprit parce qu'on veut vraiment dépoussiérer un peu le syndicalisme médical et enfin faire changer vraiment les choses concrètement pour notre pratique, mais aussi pour notre système. N'hésitez pas à aller sur notre site, jeunemedecin.fr, et à adhérer pour faire partie de notre grande communauté. Merci Anna. Alors, je vais commencer par l'état des lieux. J'ai voulu commencer par un chiffre déjà, 94%. 94%, c'est la précision d'un modèle d'IA en fait, qui date quand même de quelques années, de 2020, qui a été publié. Donc, c'est un système qui a été évalué sur deux cohortes, une américaine et une britannique, et qui permet finalement de détecter un cancer du sein sur une mammographie. Chiffre, moi, il me parle beaucoup parce il est énorme, il est époustouflant en fait. Mais en même temps, il est juste basé sur une image et il tient pas compte de tout ce qui va autour, de l'anxiété de la patiente, du nombre de consultations, du nombre de fois où le médecin a pu la rencontrer, de son état, et c'est là où justement l'IA pour moi est passionnante parce elle est vraiment hyper performante sur certaines tâches. Par contre, elle est totalement aveugle sur d'autres, en fait. Et voilà, en fait, c'est ça que qu'on souhaitait explorer aujourd'hui. C'est que c'est pas de la magie, c'est pas de la menace, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne et sur quoi sont basées toutes les IA, en fait. Slide suivante, merci.
Sur l'état des lieux, j'ai souhaité donner en exemple plusieurs domaines, voilà, focaliser mes exemples sur plusieurs domaines pour pouvoir vraiment imager ce qui marche bien. Et vous allez voir, même dans ce qui marche bien, il y a parfois des nuances. J'ai essayé de prendre des exemples très documentés à chaque fois, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va trouver quand même pas mal d'exemples sur Internet. Et là, c'est vraiment des domaines ou des exemples qui moi, m'ont marqué. Le premier domaine, c'est la partie imagerie, en fait, le diagnostic par l'image. Et j'ai voulu citer en premier exemple une IA, en fait, qui date de 2016, donc qui a 10 ans, 10 ans cette année qui permettait de détecter une rétinopathie en fait diabétique. Et cet exemple-là, donc c'était vraiment basé sur l'image. Cet exemple-là, en fait, c'est le premier système d'IA autonome agréé par la FDA, en fait, autorisé par la FDA. Donc ça date quand même d'il y a 10 ans, ce qui est énorme. L'IA, on en parle énormément depuis 1, 2, 3 ans, mais ça fait 10 ans que la FDA a autorisé le premier système totalement autonome. Totalement autonome, ça veut dire que à partir de l'image, sans aucun avis clinique, en tout cas de professionnel, eh ben, le système donne un diagnostic. Voilà. Ce système, il s'appelle IDXDR. Vous pouvez regarder, c'est assez passionnant. Et aujourd'hui, voilà, il est utilisé même en Europe. Un autre système un peu plus proche, entre guillemets, c'est une coloscopie assistée par IA. Donc là, c'est un grand fabricant qui a intégré de l'IA dans l'un de ses systèmes. Et c'était le premier dispositif en fait marqué CE en Europe. Ce dispositif, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'augmenter le taux de détection d'adénome en fait. Donc ça a été très bien documenté. C'est assez récent, hein, 2023-2024. Il faut savoir que ce système-là, aujourd'hui, il est utilisé en routine à Gustave-Roussy. Et ça leur permet voilà, de mesurer euh, environ 10 à 15% de polypes en plus. Le deuxième domaine, c'est la partie cardiologie. Et là, il y a un exemple fondateur sur la partie cardiologie. Ça a été mené par ce que tout le monde connaît, hein, la Mayo Clinic. Ça a été un algorithme qui a été entraîné sur 44 000 patients, en fait, et qui permet de détecter une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique à partir d'un simple ECG, en fait. Donc, c'est un examen vraiment de routine. Euh, L'intégration d'un algorithme simplement sur la base de cet ECG permet aujourd'hui de faire vraiment de la détection. Cette même équipe, en fait, a continué ses travaux et là a publié beaucoup plus récemment, toujours dans la continuité, non pas un diagnostic présent, en fait, mais de pouvoir justement faire plutôt un diagnostic de prédiction et toujours à partir de l'ECG. Aujourd'hui, ils ont publié justement une étude qui permet de prédire un risque de fibrillation atriale à 10 ans. Donc là, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est vraiment sur de la médecine prédictive, mais en routine, vraiment intégrée dans des tâches qui sont faites quotidiennement. Le troisième exemple, transcription de consultation, là c'est beaucoup moins spectaculaire scientifiquement, on va dire. Par contre, ça touche vraiment au quotidien. Aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs, hein, aussi bien aux US, au Royaume-Uni qu'en France, qui existent. Et là, aux US, voilà, il a été prouvé qu'un usage régulier permet d'économiser plusieurs dizaines de minutes par jour en fait de la saisie. Euh, les taux d'adoption aux US aujourd'hui hein, sur ces outils-là sont plus de 80% à partir du moment où les médecins essaient. Donc en fait, ces trois exemples, pour moi, ils ont un point très commun, c'est qu'en fait, il y a des données abondantes sur les trois exemples. Ça correspond à des tâches répétitives.
c'est tout le temps, finalement, ça va être tout le temps la même chose, analyser une image, analyser un ECG ou réaliser un transcript de consultation. En fait, tout ça, aujourd'hui, l'IA, elle excelle sur tout ce domaine-là. Alors, elle excelle. Après, il faut se l'approprier pour être capable de justement la manipuler. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Pour finir, deux petits exemples. Le premier, c'est la synthèse d'un dossier patient. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives hein, qui permettent, voilà, tout le monde le sait, il y a de plus en plus de données. Voilà, un médecin a de plus en plus de données sur un patient qui vient soit de compte rendu, soit du DMP pour la France, soit justement d'un papier ou d'un dossier médical que le patient amènerait sous le bras. Euh, 80% des données en France, en tout cas aujourd'hui, sont non structurées. Et un des enjeux, c'est aussi la synthèse et la structuration d'un dossier patient. Là, il y a eu une étude menée en 2024. Alors, une étude utilisant ChatGPT. Je vais pas dire que c'est le meilleur système, mais je vous dirai pourquoi après. N'empêche que c'est quand même très révélateur. Euh, En fait, une étude qui a été faite sur des médecins où il y avait toute une cohorte où des médecins réalisaient une synthèse d'un dossier. Et puis dans l'autre cohorte, c'était ChatGPT, GPT-4 pour le citer, qui, euh, qui synthétisait un dossier. Et après, ça a été mélangé en aveugle. Et puis d'autres médecins devaient évaluer la qualité d'un dossier. Et en fait, 81%, dans 80% des cas, les médecins ont pointé la synthèse réalisée par ChatGPT, en fait. Voilà, je trouvais ça assez révélateur comme étude et comme comparatif. Le dernier exemple, hop, non, slide précédente, merci. Le dernier exemple, je voulais citer un exemple sur, sur un dispositif. Là, par contre, c'était au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. C'était en entrée des urgences, en fait. L'éditeur du système revendiquait 76% de sensibilité. Sur quoi? Sur en entrée aux urgences, ils ont développé une IA qui permettait justement de prédire un cas de septicémie en fait. Et en fait en routine, donc ce dispositif-là a été déployé très largement donc dans plus de 170 hôpitaux à la fois en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et en fait, il a été abandonné au bout de quelques mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est révélé que cette IA-là était performante plutôt autour de 30%. Pourquoi? Euh, Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les performances euh, d'une IA euh, en termes de, grâce à des données rétrospectives, ne représentent pas forcément les performances qu'on va rencontrer sur le terrain en routine. Euh, c'est dépendant de beaucoup de choses, notamment des données qui ont été utilisées pour entraîner une IA. Mais également, voilà, si ces données-là sont très différentes de la population qui va être exposée à cette IA, du coup, on va se retrouver avec des différences fondamentales. Slide suivante. Merci. Avant de passer la main à Anna, je voulais citer quatre parties en fait pour lesquelles bah, l'IA n'excelle pas et au contraire, tous les points, je dirais les points faibles de l'IA. Le premier, ça va pas être pour flatter justement vous tous et les médecins en général hein, que je rencontre, bah, c'est le sens clinique en fait, comme on l'a vu dans la première diapo, le 94%, bah, l'IA n'a pas de sens clinique. Elle n'est pas capable de pondérer, de douter, d'hésiter, d'itérer. Voilà, ça c'est le premier point qui est hyper important. Le deuxième, c'est la partie euh, le biais des données. Quelles données ont été utilisées voilà, pour entraîner une IA? Alors là, il y a des exemples qui sont assez frappants, hein. Ça pourrait être drôle si c'était pas de la santé.
Malheureusement, voilà, il y a des exemples très frappants, notamment une IA qui avait été développée pour pouvoir orienter un patient et déclencher un système de parcours de soins coordonnés pour des patients. Euh, et en fait, euh, cette IA-là, en routine, a moins déclenché de besoins de parcours de soins coordonnés pour les patients afro-américains parce qu'il y avait un biais au niveau de l'entraînement, puisque comme c'est une patientèle aux US qui a moins accès aux soins, ils avaient forcément dans leurs données voilà, moins de dépenses de santé. Et en fait, il s'est avéré en routine que cette IA-là était beaucoup moins performante et amplifiait, en fait, finalement, amplifiait un problème qui avait été intégré dans l'entraînement de l'IA. Donc, c'est vraiment le biais des données. Euh, L'IA, quand elle va être déployée, va vraiment amplifier de manière énorme cette partie-là, en fait. Le troisième pan, c'est les hallucinations. Euh, Moi, il y a une phrase que j'aime bien sur la partie IA, c'est que, et notamment c'est encore plus vrai avec les LLM, euh, un LLM, ça prédit ce qui est plausible, pas forcément ce qui est vrai. Voilà. Et en fait, cette phrase-là, elle change tout. Parce qu'à partir du moment où on a compris qu'une IA prédit ce qui est plausible, ça veut dire que forcément, mais parfois, c'est pas vrai. Et ça, en fait, c'est vraiment un point clé, parce qu'à partir du moment où on comprend ça, ça permet vraiment de pouvoir manipuler justement ces IA-là de manière un peu plus avec prudence, en fait. Voilà. Le quatrième pan rejoint un peu le premier, quoique c'est toute la partie, voilà, la relation du soin, c'est toute la partie parcours de soins du patient. Et le dernier qui est hyper important en France, alors c'est bien, mais en même temps c'est mal, c'est le retard réglementaire. Toutes les IA que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontrées, il y en a très peu aujourd'hui qui ont les statuts de dispositif médical ou le statut de le marquage CE. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme retard réglementaire qui fait qu'en fait, qui est ô combien important, hein, qui est censé nous protéger de certaines IA, voilà, en termes de respect de stockage de la donnée, de réutilisation de la donnée, mais également de fiabilité de l'IA, hein. Sauf qu'aujourd'hui, bon, on a quand même des initiatives et des cadres qui sont en train de se former de manière très forte, hein, notamment l'IA Act européen, voilà, qui est applicable depuis 2024 et qui est en train de voilà, de s'implémenter. L'IA Act, finalement, ça classe de base les IA médicales en IA à haut risque, en fait. Voilà, ce qui nous oblige à respecter un cadre de développement. Alors, ça retarde forcément le développement et la mise sur le marché de certains dispositifs, mais ça permet quand même de cadrer certains enjeux. Alors, le cadre, il se construit, par contre, bah, vous doutez bien que ça avance aujourd'hui beaucoup moins vite que la techno. Voilà, la techno avance tellement vite que le cadre réglementaire a beaucoup de mal à suivre. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Anna. Merci beaucoup Béranger pour cette belle vue d'ensemble. Alors comme tu as très bien dit, l'IA a ses limites. L'IA a besoin de nous pour que ce soit performant et adapté pour nos patients, même si nous n'avons pas forcément besoin d'IA, mais elle nous changerait forcément bien la vie, ne serait-ce que pour le gain de temps que ça peut représenter, l'IA, mais aussi pour nous rendre plus performants pour le diagnostic et aussi l'accès aux données de la science. Donc l'IA, concrètement, je vais essayer d'illustrer un peu les choses pour que ça se traduise vraiment concrètement pour vous. Elle peut intervenir à différents niveaux de la chaîne de valeur de notre exercice. Par exemple, en amont, l'accès aux données de la science, on nous a toujours
appris à utiliser le bon vieux PubMed, qui est quand même le moteur de recherche de référence pour l'accès à la littérature internationale, mais aussi de nous référer aux recommandations de bonnes pratiques qui ne sont pas toujours d'actualité à la l'HAS ou même dans les sociétés savantes. Il peut y avoir même des sujets de controverse sur certaines positions des sociétés savantes dont on peut parler dans les congrès. Et donc, avoir accès aux données de la science et aux dernières recommandations, c'est pas toujours évident dans notre exercice quotidien, notamment quand on est au cabinet, où on est débordé par la charge de travail. Et pourtant, c'est crucial. C'est crucial pour la qualité des soins et donc pour notre niveau de formation continue. C'est extrêmement important. Il y a des IA aujourd'hui qui existent, qui sont entraînées spécifiquement pour la médecine et qui ont des sources très fiables à ce sujet, qui permettent justement de fouiller la littérature médicale de manière fiable, de fouiller les recommandations de bonnes pratiques en quelques secondes et pour répondre à nos questions précises. Et ça, c'est un gain de temps précieux et surtout, c'est une opportunité pour nous d'augmenter la qualité des soins, donc le soin qu'on peut prodiguer à nos patients, et donc les traitements qu'on peut proposer. Bien sûr, en aucun cas, euh, interroger les données de la science seul dans son coin ne peut constituer quelque chose de ultra fiable pour des sujets, par exemple, des patients qui ont des cas compliqués. Je pense notamment au staff qu'on peut faire, pluridisciplinaire ou avec d'autres confrères ou d'autres consoeurs, qui nous permettent de prendre des décisions collégiales. Et les décisions collégiales, c'est extrêmement important justement dans la pratique médicale, en particulier pour les cas plus compliqués. Donc, il existe des IA de ce type. Je vais vous donner un exemple. Bon, moi, je fais de la pneumo-allergo pédiatrique aussi. On a entendu ces dernières années dans les congrès que la consommation antihistaminique quotidienne pouvait avoir une incidence néfaste, notamment sur le cerveau. Et donc, il y a des papiers qui pouvaient sous-entendre que ça donnait plus de maladies neurodégénératives type Alzheimer. Ce qui est quand même problématique parce que la consommation d'antihistaminique notamment chez les patients allergiques, est quand même accrue parfois. Et donc, quand on interroge certains logiciels d'IA à ce sujet, ils nous sortent tous les papiers qui en parlent et on peut se faire une idée directement avec les papiers concernés, notamment sur la méthodologie employée et les différents biais et les différentes limites. Donc, c'est un peu une revue de la littérature, mais très rapide, ce qu'on faisait avant en beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour notre pratique au quotidien. Alors, toujours dans ce niveau de la chaîne de valeur, il y a aussi, par exemple, une IA qui permet, quand on tape dans le moteur de recherche, entre guillemets, de proposer des pathologies génétiques à partir de symptômes. Avant, il y a très longtemps, Orphanet pouvait faire un truc similaire avec un moteur de recherche, mais ça se fait plus du tout et c'est quand même un fouillis pas possible parce que évidemment que nous tous, sauf si on est généticien et encore, on connaît pas par cœur toutes les maladies génétiques qui existent. Voilà. Et donc, elles sont très très rares et donc effectivement, c'est extrêmement pratique justement d'interroger une IA en collectant un certain nombre de symptômes pour voir si ça fait penser à un syndrome particulier, à une maladie génétique particulière. Et ça, clairement, ça peut faire gagner du temps et aussi le rendre plus performant pour l'accès au diagnostic de rareté, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, il y a aussi l'IA qui intervient au moment du diagnostic. Donc Béranger, tout à l'heure, il en parlait très bien. L'IA, par exemple, en radiologie ou en dermatologie, est utilisée de manière courante depuis très longtemps, facilement depuis 2018. J'en parlais avec notre premier vice-président, Jean-Christophe Lecomte, qui est radiologue et qui utilise une IA pour le diagnostic en radiologie depuis 2018. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que l'IA, elle permet, vous savez bien, de détecter sur des images des choses que nous, parfois, on peut ne pas voir. C'est ce qu'on nous apprend systématiquement aussi dans nos études. On nous dit que c'est opérateur dépendant, l'interprétation d'une écho notamment, mais aussi d'un scanner ou d'une autre examen d'imagerie, c'est opérateur dépendant. Et donc ça, c'est quand même, c'est l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Donc ça permet, quand on utilise l'IA, de justement compenser un petit peu ce genre de problématique qui est une problématique de sensibilité. Et donc, souvent, les radiologues ils vont régler leur IA sur un niveau de sensibilité très élevé, peut-être même un peu trop élevé, pour éviter de passer à côté de quelque chose. Et ils vont avoir une sensibilité beaucoup trop accrue. Hein. Donc, l'exemple concret que m'a donné Jean-Christophe ce matin, c'est par exemple un patient qui a un piercing au téton, qui va faire un scan, et l'IA va dire qu'il y a un nodule pulmonaire. Voilà, donc c'est aussi bête que ça. Donc oui, la sensibilité est très élevée, mais du coup, le résultat n'est pas du tout adapté. Donc c'est extrêmement important toujours d'avoir l'œil du médecin
pour justement rétablir la spécificité. Et donc, effectivement, cette parfaite balance avec l'IA est extrêmement intéressante pour le diagnostic, notamment dans l'imagerie, mais aussi en dermato. La dermato, on nous apprend les critères de diagnostic d'un mélanome. C'est des critères très définis, très carrés. Et donc, effectivement, à force d'entraîner l'IA, elle peut être très performante pour diagnostiquer les mélanomes. Il y a aujourd'hui aussi, vous savez, des machines de scanner de corps entier pour justement relever toutes les images de névus sur le corps et l'analyser en quelques secondes avec l'IA, et toujours avec l'œil du dermato derrière qui repasse et pour vérifier. Ça fait gagner un temps fou et ça évite d'examiner chaque centimètre carré du corps de nos patients pour vérifier les différents lévis. Donc ça, c'est très intéressant. Donc pour l'aide de diagnostic, et donc pour justement augmenter notre sensibilité diagnostique. Ensuite, bah, pendant la consultation, clairement de manière courante au cabinet, il y a beaucoup d'IA qui ont vu le jour pour justement la synthèse des consultations, la génération de comptes rendus. Et ça, on le sait très bien, ça prend énormément de temps. On n'en garde pas forcément un bon souvenir à l'hôpital quand on passait des après-midi entières en tant qu'interne à faire des comptes rendus d'hospitalisation. Et nous, en tant que chef aussi, à les valider. Voilà. Donc, effectivement, il était temps que l'IA se penche là-dessus pour nous faire gagner un temps précieux. Donc, oui, c'est très intéressant, même si pour l'instant, pour ma part, c'est assez décevant pour les IA entre guillemets, de captation, de consultation, parce que elles écrivent des phrases toutes construites et elles peuvent faire des romans de consultation, et du coup, retrouver l'information en oui, c'est un enfer, et finalement, personnellement, ça m'a fait perdre un temps fou. Nous, les médecins, on est très fans du style télégraphique, des mots-clés, les fameux, et donc effectivement, pour retrouver l'information quand on replonge dans le dossier d'un patient, on a besoin d'avoir les mots-clés et les infos importantes, les plus pertinentes, directement à portée de vue. Et donc, effectivement, il y a encore des progrès à faire, mais quand on entraîne bien l'IA et quand on lui impose un modèle spécifique qu'on a construit, qui correspond à notre pratique quotidienne dans notre spécialité, par exemple, ça peut être un outil extrêmement intéressant pour nous faire gagner du temps et pour générer ces fameux comptes rendus qui nous prennent tant d'heures le soir après que le dernier patient soit parti. Donc ça, c'est très intéressant pour nous faire gagner du temps. Donc avec un petit peu cette revue d'ensemble d'IA, alors Béranger, il a parlé aussi des IA prédictives, notamment qui peuvent être intéressantes aux urgences, par exemple. Mais nous, dans notre pratique quotidienne au cabinet, il y a quand même beaucoup d'aspects de l'IA qu'on ne connaît pas forcément, qui sont très intéressants pour notre pratique courante. Donc l'IA n'est pas amenée à nous remplacer, c'est impossible. L'IA, par exemple, ne peut pas douter, comme le disait très bien Béranger, et pour être un bon scientifique, il y a toujours la place au doute, c'est évident. Mais aussi, l'IA ne peut pas nous aider non plus à appréhender le patient que nous avons en face de nous et adapter notre discours à lui en toute humanité et empathie. Et donc, l'IA est un bon, entre guillemets, complément pour nous rendre plus performants, augmenter nos capacités et nos performances en tant que médecins, et aussi nous faire gagner un temps précieux à l'heure où aujourd'hui ce temps est vraiment, vraiment très demandé par nos patients, et on préfère le mettre justement à profit pour nos patients pour mieux les soigner. Donc, l'IA est intéressante pour la sensibilité dans le diagnostic, mais elle a besoin du médecin pour la spécificité. Je vous donne un autre exemple aussi. L'IA, si on ne lui met pas du contexte et des antécédents, elle va dire n'importe quoi. Par exemple, vous suivez un patient depuis très longtemps pour une insuffisance rénale, vous surveillez ses bilans, notamment la calémie, par exemple. Si l'IA vous dit tout le temps, ah, il y a une hypercalémie, ben, on le sait déjà. Donc, il faut suivre l'évolution de la calémie. Et donc, ça, il faut une note de contexte et dans ses aidants. Et c'est pour ça, et c'est là où c'est crucial, que l'IA, quelle que soit l'intervention au niveau de la chaîne de valeur médicale, doit être interopérable. C'est très important que l'IA puisse se plugger facilement à nos solutions de logiciels au quotidien pour qu'elle puisse justement accéder à ces éléments de contexte et d'antécédents pour justement être la plus juste possible et nous aider réellement dans notre pratique quotidienne. Et aussi que nous, en tant que médecins, de manière pratico-pratique, on ne multiplie pas les IA parce que ça peut être des multiplications de sources de charges qui peuvent s'avérer être très lourdes. Comme vous le savez, nos honoraires n'augmentent pas avec l'inflation, alors que le coût des IA des différentes entreprises peuvent augmenter de manière cohérente par rapport à l'inflation. Et on ne peut pas faire face à des dépenses comme ça qui peuvent être particulièrement importantes par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc, c'est là l'enjeu aussi crucial de rendre ces IA les plus interopérables possibles, les optimiser au maximum dans notre pratique quotidienne, les intégrer dans notre quotidien pour qu'elles nous prennent le moins de temps possible et le moins d'argent possible aussi. Voilà.
Donc, je te laisse la main, Béranger. Merci Anna. Pour terminer, donc la dernière partie, justement, on a voulu avec Anna afficher de manière assez directe quelques questions très franches. Donc, next, merci. Qui sont voilà, assez révélatrices aujourd'hui hein, de comment on peut travailler, comment vous pouvez travailler et comment vous pouvez vous poser des questions en utilisant des IA au sein de votre cabinet. Donc, l'une des premières questions, c'est bah, où vont les données de mes patients quand j'utilise une IA? Alors, en France, en Europe, on a un cadre réglementaire très fort, voilà, qui s'appelle notamment le RGPD, qui constitue que les données de santé sont des données sensibles qui doivent bénéficier d'une protection renforcée. Ce qui fait que finalement, et le cadre HDS également, sur l'hébergement des données de santé. Une fois que ça c'est dit, la chose très claire, c'est que les outils généralistes, ChatGPT, Gemini de Google, la grande majorité des IA aujourd'hui généralistes n'ont pas ces cadres, ne respectent pas ces cadres. Euh, Donc, il sera très compliqué, d'une part, d'intégrer ces outils-là au sein même de votre outil du quotidien, de votre logiciel. Voilà. Puisque votre éditeur, de toute façon, refusera d'intégrer ces outils-là dans votre quotidien. Donc voilà, concrètement, ces données-là, avec ces outils-là, vont sur des serveurs, soit américains, soit chinois, etc. Un outil, euh, un outil compliant, c'est-à-dire HDS, qui respecte le RGPD, doit justement, si ces données sont stockées, elles sont stockées dans un cadre clair qui soit sont stockées pour être purgées, soit sont stockées de manière totalement éclairée pour pouvoir faire, voilà, alimenter certains entrepôts de données de santé qui permettent justement un réusage vertueux de la donnée, en fait, notamment pour réentraîner certaines IA, pour faire certaines études cliniques. On a besoin de stocker ces données aussi pour évaluer les IA. C'est mécanique et obligatoire. Voilà. Mais en tout cas, dans un cadre et un périmètre de certification qui est bien délimité. Anna, n'hésite pas à compléter également hein, avec la partie, la vision du médecin. Effectivement, ces questions-là nous préoccupent vraiment au quotidien parce qu'en effet, on voit régulièrement dans la presse aussi des attaques, des cyberattaques contre les données de santé, même pour mon espace santé. Donc, c'est quand même un outil gouvernemental avec l'argent public. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne vraiment et on s'inquiète sincèrement pour nos patients et notamment que leurs données sensibles, parce que les données de santé sont des données sensibles en effet, soient accessibles à des gens mal intentionnés, et notamment, on pense aux assurances privées, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui nous inquiète franchement. Il y a aussi, typiquement, c'est ce qu'on nous dit aussi, hein, les logiciels de captation des consultations. Les consultations sont enregistrées. Donc, toutes les données d'une consultation ne sont pas forcément retranscrites dans les résumés de consultation, mais parfois les patients nous donnent des informations qui sont extrêmement sensibles. Et donc, on est légitimement inquiet de savoir où est-ce que cela est stocké et jusqu'à quel niveau on peut imaginer que être certifié HDS, ça nous protège de tout. En réalité, honnêtement, je ne pense pas. Mais du coup, jusqu'où ça peut aller et comment on peut anticiper ou même imaginer le fait de sécuriser au maximum ces données et pour qu'il n'y ait pas de hacking comme il y a encore aujourd'hui, même envers des entreprises qui se disent extrêmement bien protégées. Donc, c'est des questions qu'on se pose réellement et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la réponse. Voilà, mais les différents logiciels métiers nous disent, ils ne jurent que par le HDS, évidemment, parce que c'est le plus haut niveau de sécurisation qui existe aujourd'hui, mais même avec ça, il peut y avoir des attaques, des cyberattaques. Dans le monde dans lequel nous vivons, pardon, avec ces problèmes géopolitiques, on peut s'inquiéter en effet. Donc ça, c'est un vrai frein
à mon sens, de la profession pour le quotidien. Il y a aussi beaucoup de fantasmes, il y a aussi beaucoup d'attaques des différents concurrents de logiciels pour se mettre en avant. Et effectivement, on a besoin d'une information claire, loyale, comme celle qu'on donne à nos patients à ce sujet-là, en effet. Question suivante. Qui répond quand l'IA se trompe? Donc, qui est responsable? Qui doit répondre justement quand l'IA se trompe? Alors, le médecin, il reste responsable de ses décisions. Par contre, effectivement, l'IA Act et l'IA Act intègre quand même, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où une IA est utilisée dans le domaine médical, l'IA sera classée à haut risque. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'une IA classée à haut risque, son l'IA Act, il y a un nombre d'obligations, en fait, d'obligations de la part de l'éditeur, du fournisseur de cette IA, qui est énorme en termes de preuves, de traçabilité également, hein, de traçabilité en termes de déploiement. Euh, il y a aussi la partie, si on va jusqu'au dispositif médical, bah, en fait, on va rentrer vraiment dans le même parcours, dans le même cursus qu'un dispositif médical non IA, c'est-à-dire qu'il va falloir suivre les erreurs, les signaux après le déploiement. Et pour ça, en fait, ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes de contrôle, de suivi. Donc, le médecin responsable de ses décisions et de sa pratique. Par contre, l'éditeur a vraiment un rôle et des obligations très fortes, notamment toute la partie traçabilité des usages et des actions. Slide suivant. Alors, l'IA souveraine ou GAFAM, pourquoi ça vous concerne? On en a un peu discuté tout à l'heure. Aujourd'hui, les IA GAFAM, entre guillemets, hein, toutes les IA très généralistes. Alors, on a Mistral, il faut agiter le drapeau bleu, blanc, rouge, on a Mistral. Mais mis à part Mistral, aujourd'hui, toutes les IA sont très anglo-saxonnes centrées, entraînées avec de la langue non française, traduite a posteriori, dans bien des cas. Nous, on a fait quelques exemples hein, avec des IA chinoises qu'on demande de traduire en français, des IA américaines, etc. Donc c'est assez, euh, c'est assez frappant. Et aujourd'hui, justement, les données de santé en France, bah, c'est un actif à protéger qui doit permettre justement hein, à la France de voilà d'avoir une place et d'offrir justement une IA je dirais la plus safe possible aux professionnels de français, professionnels de santé en France. Et en fait, euh, je fais beaucoup de pédagogie également avec mes collègues, mais choisir son IA, en fait, c'est valable pour les médecins, mais c'est valable pour n'importe quelle profession. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui passe dans une IA américaine, bah, c'est de la donnée. On vient alimenter justement ces géants qui sont déjà très géants et on ne fait que continuer d'alimenter cela. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Ça doit être un mouvement collectif, hein. On en parle de plus en plus. Il y a des initiatives. Et justement, Mistral, pour moi, voilà, c'est peut-être petit par rapport à ces géants, mais c'est quand même une solution française qui a toute sa place à notre niveau. Effectivement, ça rejoint ce que je disais, mais c'est extrêmement important, hein, en effet, d'avoir cette composante responsable dans l'utilisation de l'IA, justement dans ce monde aujourd'hui qui est particulièrement chahuté, et de préserver justement notre souveraineté. Euh, alors, je sais qu'il y a aussi des problématiques de vente de données.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on se pose aussi très souvent. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, les données se monnaient hein, de toute façon, mais ça peut être extrêmement intéressant pour, par exemple, données épidémiologiques et pour la recherche. Maintenant, effectivement, euh, il y a toujours des questions à se poser sur les modèles économiques des différents géants ou pas qui proposent des solutions d'IA en santé en particulier, justement pour s'assurer que les données ne se monnaient pas vers une mauvaise branche. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important aussi à savoir pour nous. Évidemment que enfin, les données se monnaient, mais il faut que ça se monnaie pour des choses vertueuses et pour la santé publique. Pour terminer, j'ai mis quelques lectures. Alors effectivement, c'est pas forcément des livres de chevet. Par contre, ça fait partie quand même d'articles qui sont fondateurs, à la fois sur le côté médecine, voilà, sur la partie état de l'art, hein, le premier, notamment le Deep Medicine. Euh, alors c'est pareil, un dictionnaire, mais sur la partie plutôt certification RGPD. La CNIL, la Haute Autorité de Santé, prend position. Il y a des groupes de travail hein, en place. La CNIL a publié un gros rapport justement sur l'IA et le RGPD en santé, qui est vraiment assez un domaine assez complexe hein, sur cette prise de position-là. Et puis après, voilà, quelques petits exemples sur les hallucinations où là, il y a des exemples assez frappants sur les hallucinations, sur les LLM généralistes. Voilà. Voilà pour ce webinaire. Ça fait 45 minutes. Alors là, voilà, je voulais finir par une petite phrase. En tant que non-médecin moi-même, voilà. Nous, on l'utilise, en tout cas, moi, je l'utilise quotidiennement, même si je suis pas médecin. L'IA, je l'utilise comme un assistant qui n'a pas d'expérience, mais qui me permet justement d'aller plus vite, qui me permet de parfois penser à des choses auxquelles je pense pas dans mon métier de tous les jours. Et puis moi, je reste là en tant qu'expert. Et je continue voilà, de m'interroger et finalement de faire mes choix moi-même. Et je pense que sur le côté médical, c'est exactement le même principe c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Effectivement, n'ayons pas peur de l'IA, mais soyons prudents quand même par rapport à ce point que nous avons souligné, mais laissons-lui une place dans notre quotidien, ça vaut vraiment la peine. Mais en Mm. effet, interrogeons-nous aussi sur des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir aussi, pour pouvoir répondre aux questions que vous aurez éventuellement à ce sujet. Donc, il y a eu quelques questions dans le chat. J'ai répondu à certaines, pas à toutes. Là, il y a une question. Quelqu'un pose l'IA est-elle monde compatible? La nosologie des pathos est-elle la même partout? Ou est-elle dépendante des Big Five? Alors, pour moi, non, l'IA médicale n'est pas portable universellement pour plusieurs raisons. C'est que déjà la nosologie, c'est pas la même partout entre l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine. Euh, et une IA, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les IA sont beaucoup entraînées aujourd'hui sur du texte anglophone et notamment du texte anglophone américain. Et forcément, elle intègre des biais, en fait. Elle intègre des biais. Certaines pathologies sont sur ou sous-représentées en fonction des populations. La même, vous l'avez cité, les unités, c'est pas la même partout, mais également les valeurs normales sont pas les mêmes dans toutes les populations. Du coup, effectivement, ça inclut un biais, forcément. Euh, et je l'ai dit, hein, mais sur la partie Big Five, les LLM, ils sont entraînés sur du corpus et de la littérature anglophone. Aujourd'hui, PubMed, c'est à 90% en anglais. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, dans ces IA-là,
nos spécificités sont sous-représentées en fait. Les spécificités. D'ailleurs, il y a quelques initiatives du ministère de la Culture, qui devient de la culture en France, sur des IA. Je vous invite à aller visiter ce site-là, ça s'appelle Comparia. Et en fait, leur but, c'est de protéger la langue française. Parce qu'en fait, la langue française, en fait, vise à disparaître, puisque les IA américaines tendent à lisser, en fait, tout le corpus français. Et Comparia est hyper intéressant, puisque c'est assez gamifié, ça vous permet de comparer plusieurs IA. Vous posez une question, vous avez plusieurs réponses. Vous pouvez comparer les réponses à la fois en termes de contenu, mais également en termes et ça c'est hyper important, en termes de consommation. Qu'est-ce que le modèle a consommé en équivalent ampoule, en équivalent, et c'est assez bien fait. Voilà. Donc non, aujourd'hui l'IA médicale, pour moi, elle est anglo-centrée et occidalo-centrée, et ce qui dit que voilà, des IA souveraines, des IA françaises entraînées sur des corpus français et locaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Claude Bernard IA sur des référentiels connus comme voilà, Orphanet, HS, la base Claude Bernard. Pour moi, c'est voilà, peut-être qu'on est tout petit par rapport à ces géants, mais pour moi, c'est des solutions que de toute façon, ces géants-là, demain, ne pourront pas revendiquer d'être intégrés nativement dans nos logiciels, en fait, contrairement à nos IA qu'on doit protéger. Alors, Béranger, il y a des questions aussi au sujet de la cybersécurité. Donc, on reprend l'exemple effectivement des cyberattaques qu'il y a eu contre mon espace santé, le DMP, Ouais, Ouida et CGD, moi aussi, hein, ouais, tout à fait. des victimes. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quand même un niveau de sécurité infaillible? Moi, je ne pense pas, mais il faut tendre vers ça. Mais je te laisse répondre parce que tu sauras mieux Ouais, répondre que ouais, moi. ouais. Là, on sort un peu du cadre de l'usage de l'IA en santé, mais effectivement, de la même manière que tout à l'heure, j'ai dit que la techno évoluait beaucoup plus vite que le réglementaire, c'est pareil, c'est valable pour la médecine, c'est valable pour les pirates. En fait, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même à leur disposition énormément de d'IA qui permettent d'aller très vite. De pouvoir aller plus vite que les systèmes de défense. Effectivement, hein, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, vous avez dû entendre parler du modèle Mythos de Anthropic, hein, revendique être capable de détecter des failles de sécurité où que ce soit, en fait. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Euh, Nous, chez CGDIM Santé, effectivement, il y a eu un sujet en 2025. Ça nous fait grandir, ça nous oblige à réinventer aussi le système de protection de l'accès au logiciel en tant que tel, hein, sur beaucoup plus loin que la simple double authentification. Mais voilà, ça oblige quand même à mettre en place des filets assez forts sur l'accès aux logiciels qui sont autant de portes d'entrée hein, pour les pirates. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. Et donc, Et c'est un sujet global parce que ça concerne toute l'entreposition des données qu'on numérise désormais. De toute façon, que ce soit IA ou pas IA, c'est un vrai problème. C'est un problème de cyberattaque, c'est un problème sur toutes les institutions, même alors des médecins, vous voyez. Et donc, c'est d'imaginer même des IA qui peuvent nous aider à sécuriser au maximum, en effet. Ça peut être intéressant, mais de toute façon, c'est un problème qui existe depuis un bon bout de temps et qui n'ira pas en s'arrangeant. Donc, on sera forcément plus performant pour sécuriser, mais je pense que les choses infaillibles n'existent pas. Euh, pour continuer de répondre aux questions, ouais, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y a, enfin, où en sont les études sur les effets cognitifs de l'usage régulier des IA par les médecins? A-t-on un signal sur une éventuelle attrition du raisonnement des usagers réguliers? C'est une excellente question parce qu'on se la pose, c'est vrai. On peut se dire qu'à force d'utiliser l'IA pour la pratique médicale, ça peut nous rendre paresseux sur le plan intellectuel, et en particulier quand on se forme avec ça. Ça, c'est une vraie question, enfin, une vraie interrogation que j'entends beaucoup dans la profession, surtout chez les gens un peu plus âgés ou même de notre génération, de se dire que si on forme les étudiants en médecine avec l'IA, est-ce qu'ils seront peut-être pas, enfin, pas aussi au fait de toutes les connaissances qu'on a amoncelées pendant nos études et pendant notre expérience?
Je suis pas certaine que ce soit vrai. À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur le sujet. Je ne sais pas si tu connais la réponse, toi, Béranger. Non, je connais pas sur la partie Oui. médecin. Voilà, j'ai d'autres exemples de manière générale, hein, puisqu'on dit qu'il faut utiliser l'IA comme étant un assistant ou un stagiaire, voilà, comme étant voilà, d'un expert. Et en fait, il y a certaines études qui disent effectivement, si on utilise à grande échelle ces IA comme étant des stagiaires, ben en fait le stagiaire d'aujourd'hui est l'expert de demain. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on deviendra effectivement dans une dizaine d'années. Mais effectivement, j'ai pas d'études là moi sous la main, mais en tout cas il y a des signaux effectivement sur à peu près toutes les professions. Oui. C'est une vraie question sociétale, en fait, en Ouais. réalité, et sociétale sur la formation, quelle qu'elle soit, quel que soit le métier, en effet. Donc, c'est vraiment une excellente question, on se la pose tous. Mais, à mon sens, il n'y a pas encore de réponse scientifique aujourd'hui à cette question. Alors, pour la question suivante, quelles IA sécurisées utilisées au quotidien concrètement pour un médecin qui travaille à l'hôpital? Donc, à l'hôpital, ça dépend du marché que l'hôpital a choisi pour s'équiper. Donc, ça dépend de vos hôpitaux. Je pense que c'est très intéressant de poser les questions à vos directions respectives parce que clairement, il est temps que les hôpitaux se saisissent de ça aussi pour justement faire gagner du temps médical aux équipes. Parce que c'est quand même très dommage qu'aujourd'hui, en 2026, on passe encore une après-midi entière à corriger les comptes rendus et les rédiger pour les médecins. On a besoin de nous ailleurs et on a besoin aussi, nous, de nous former de manière concrète et pas de passer du temps à faire des comptes rendus, même si ça peut être formateur de résumer la pensée médicale sur un compte rendu. Donc, ça dépend du marché qu'il a choisi, mais le marché aujourd'hui est assez riche, hein. Il y a beaucoup d'acteurs de l'IA en médecine, que ce soit pour les recherches dans la littérature et l'accès aux recommandations de bonnes pratiques, mais aussi pour la retranscription de consultations, même de comptes rendus. Il y a même des IA qui s'intéressent aux réunions pluridisciplinaires ou RCP, ville-hôpital. C'est hyper intéressant. Donc, il y a quand même une offre assez importante. Bon, bien sûr, CGSIM, bon, je te laisse parler de CGSIM, Béranger, peut-être pour le côté hospitalier, mais il y a d'autres acteurs aussi. Je pense par exemple à un logiciel qui retranscrit comme Heidi, par exemple, et qui peut aussi faire de la recherche dans la littérature. Il y a d'autres logiciels, hein. Il y a Doctolib aussi qui s'impose dans le milieu hospitalier. Après, ça dépend du milieu, du marché choisi par l'hôpital public et aussi d'avoir ce regard responsable aussi sur le modèle économique de ces entreprises, sur leur hébergement de données de santé. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, réellement, notre choix doit être éthique, ce genre d'outil qui est quand même crucial dans notre exercice. Une question pour moi en direct, pourquoi faire payer Claude Bernardria alors que ce sont les premiers qui rentrent les données qui lui permettent de progresser? Alors, effectivement, sachez que Claude Bernardria est déployé aujourd'hui sans surcoût auprès de tous les médecins CGDIM Santé, hein, premièrement, mais également proposé gratuitement à tous les éditeurs qui embarquent la base Claude Bernard. Voilà. Justement, pour ne pas faire payer les médecins qui utilisent déjà la base Claude Bernard. Donc c'est le niveau 1 de Claude Bernard IA et est proposé gratuit aux éditeurs qui intègrent déjà la base Claude Bernard. Parce que justement, l'idée, c'est de favoriser l'usage, l'adoption. Aujourd'hui, hein, le modèle économique est compliqué sur ces IA. Ça coûte cher à développer une IA, ça coûte cher de le déployer. Aujourd'hui, médecin ou pas médecin, hein, combien est-on prêt à payer pour utiliser une IA alors que ChatGPT est gratuit? Voilà, Mm. et en fait, effectivement, le sujet est que la base Claude Bernard en tant que telle est déjà représente déjà un abonnement, donc Claude Bernaria et sera inclus avec. Voilà. Hum. Alors oui, je crois qu'il y aura un replay, tout à fait. Il y aura un replay qui sera, voilà, le lien sera communiqué, effectivement. Les solutions IA utilisables actuellement dans nos pratiques quotidiennes sont toujours dépendantes de notre éditeur. Alors, oui et non.
Si vous voulez que ça soit intégré à votre logiciel et que une IA prenne en compte un contexte patient pour vous répondre, pour éviter de ressaisir le contexte patient, alors oui, elle sera très dépendante de l'intégration qui sera faite dans votre logiciel. Donc c'est un jeu à deux acteurs, hein. C'est un jeu entre le fournisseur de l'IA et l'éditeur de logiciel. C'est hyper complexe. Du coup, ça intègre quand même des niveaux jusqu'à quel niveau d'intégration je vais, euh, l'interopérabilité, comment mon IA est capable de comprendre la donnée. Donc ça pose plein de questions. C'est hyper compliqué de pouvoir intégrer dans votre outil du quotidien cette IA de la manière la plus sans couture. Mais les deux sont possibles. Sinon, une IA en stand-alone, enfin toute seule, est possible. Par contre, ça vous empêchera pas de copier-coller, voilà. C'est, Ouais, c'est dommage. Mais en effet, enfin, c'est très complexe cette histoire d'interopérabilité parce que vous imaginez bien qu'une entreprise qui développe l'IA, comme l'a expliqué très bien Béranger, ça coûte cher, ça demande un investissement, et ces entreprises doivent trouver un deal entre guillemets avec les entreprises, les autres logiciels métiers pour plugger leur IA de manière plus ou moins sans couture, comme le dit très bien Béranger. Et ça, c'est des deals en fait qu'il y a entre les entreprises, avec des deals financiers aussi, bien évidemment. Et donc ça, c'est des choses qui sont crucial aussi, parce que nous, médecins de la population médicale, ce qu'on attend, c'est une solution multitâche d'IA qui soit optimisée au maximum et qui soit interopérable avec tous les logiciels qu'on utilise et qui puisse justement réduire au minimum les coûts. Parce que si on multiplie les acteurs d'IA dans notre quotidien, on multiplie les coûts, évidemment. Et donc, nous, notre préoccupation dans notre quotidien, c'est non seulement l'interopérabilité pour avoir accès au contexte, aux antécédents, pour avoir une IA qui soit la plus performante possible et qui nous aide réellement à gagner du temps, parce que parfois c'est faire du copier-coller ou supprimer des phrases qui n'ont aucun sens dans l'IA parce qu'elle n'a pas accès au dossier du patient, c'est de la perte de temps finalement. Et puis aussi, justement, d'optimiser ces solutions pour que on ait le moins possible de charges à payer, parce que ça, chaque acteur va vouloir augmenter ses prix avec l'inflation et nous, on n'est pas sûr de pouvoir suivre, surtout vu la conjoncture actuelle de baisse tarifaire de l'assurance maladie. Donc c'est quand même compliqué pour nous. Et on ne veut pas non plus aussi dépendre d'un seul grand acteur sur le marché, parce qu'on ne veut pas être pris en otage, justement, par des acteurs qui détiennent une grosse part de marché et qui nous imposent ces prix. On a besoin d'un marché dynamique. Voilà. euh, Deux questions. Est-il possible de faire un résumé de la consultation avec Maya ou MLM? Oui, on a intégré un assistant de consultation qui permet une retranscription de la consultation et une intégration structurée dans le dossier patient, disponible sur Maya et je crois en cours de déploiement sur MLM. Voilà. Et enfin, l'IA est-elle un bon serviteur et un mauvais maître? Oui, on peut pourquoi pas. Chacun Alors, le se. serviteur, il fait ce qu'on lui demande. Oui. Donc, quelque part, ouais, c'est plutôt un bon serviteur. Donc, il y a des limites à être un bon serviteur, du coup, parce que vous voyez bien que l'IA peut vous flatter, pour vous trouver des solutions, pour vous faire plaisir, en fait. Donc, il y a quand même des limites pour ça. Et un mauvais maître, clairement. C'est en aucun cas l'IA de notre maître, jamais de la vie. L'IA ne peut pas remplacer le médecin, ne peut pas remplacer d'ailleurs la plupart des métiers, parce que dès lors qu'il y a surtout des métiers humains, l'IA n'est pas un être humain. Donc, par définition, il y a des choses de l'ordre de l'humain qui ne sont pas imitables, et en particulier dans la relation de soins avec nos patients en tant que médecin. Donc, euh, ouais, le serviteur a ses limites, du coup, parce qu'un bon serviteur, qu'est-ce que c'est? Et clairement, on ne peut pas en faire un maître. 1 heure, je pense qu'on a tenu Bah, exactement le timing. Bah, enfin, je te remercie Béranger pour cette intervention de qualité. On est très heureux chez Jeunes Médecins d'avoir noué un partenariat avec CGZIM. Nous avons à cœur de choisir nos partenaires avec des critères éthiques aussi, hein. Et donc, ils sont très sélectionnés et on recherche surtout des partenaires qui puissent apporter à la profession sur tous les plans. Et donc, on est très heureux d'avoir fait ce webinaire ce soir avec toi, Béranger, avec CGZIM. Et on est très heureux de vous avoir accueilli ce soir. Merci d'avoir été si nombreux. Merci pour vos questions. Et j'espère sincèrement, avec Béranger, avec CGZ, avec Jeune Médecin, que ce webinaire vous a apporté des réponses et vous aidera à changer votre pratique pour qu'elle soit la plus agréable possible. Merci Anna et merci à tous pour votre participation et ces questions. Merci. Bonne soirée à Au revoir. tous.
Et n'hésitez pas à adhérer à Jeune Médecin.